Bon, eh ben, je suis très content de faire cette vidéo aujourd'hui avec Marc. C'est ton accueil sur ta chaîne, c'est toujours un plaisir de partager. Là, ça fait un moment qu'on n'a pas eu C'est l'occasion. vrai. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées entre-temps. J'ai fait des vidéos sur l'intelligence artificielle et ça tombe pile poil dans ce que Marc voulait nous dire aujourd'hui. Il voulait partager avec nous une façon de décortiquer un peu. Alors, arrête-moi si je me trompe, mais du moi à la conscience, il y a tout La une conscience échelle. est l'absolu. Voilà, c'est ça. On s'était dit que c'était une bonne occasion de refaire des vidéos ensemble à partir de ça, parce que ça touche toujours à la conscience, hein. La chaîne est toujours réservée à ça, même si je parle beaucoup d'intelligence artificielle ces derniers temps. Donc, l'idéal, c'est de pouvoir, en fait, tout simplement traiter toutes sortes de sujets à partir de la conscience, qui est, vous l'aurez compris, une obsession. Non, mais c'est d'actualité. Et c'est d'actualité. En physique, C'est ça. en astrophysique, Ouais. en métaphysique, neurosciences, sur les chaînes YouTube, il y a beaucoup de scientifiques maintenant qui parlent de la conscience. Alors c'est un mot maintenant, je dirais comme le mot Dieu, c'est un mot qui est un peu galvaudé, mais peu importe, c'est un mot qui est d'actualité. Exactement. Et on parle aussi de conscience quantique. Donc et c'est vrai que ça permet de créer une ouverture sous des angles, je dirais sur des spécialités qui sont intéressantes parce que ça ouvre le champ des possibles, quoi. C'est vraiment la curiosité, du moment entre guillemets pour beaucoup de monde, mais c'est plus qu'une simple curiosité parce que c'est ce que tu dis, ça ouvre le champ des possibles et ça permet à la science aussi d'évoluer et d'aller vers quelque chose d'encore plus important. On le verra, certainement, par la suite dans les années qui arrivent. Donc juste pour rappeler un petit peu, Marc Ablon, il a suivi l'enseignement de Nisargadatta Maharaj, en présentiel d'ailleurs, hein, à Bombay, Oui. en C'est octobre, encore ce que je vivais en Inde. voilà, en octobre 1977, il était resté, je crois. Et qui a marqué d'une pierre toute ma vie. Voilà. Pourquoi j'ai rencontré pas mal de sages, mais lui m'a impacté d'une façon, je dirais, directe, quoi, hors norme. Voilà. Et tu as passé pas mal de temps avec lui. J'ai passé 1 mois avec lui, Ouais. tous les jours. Ce qui est énorme quand on sait Tous les jours. la cadence et l'intensité avec laquelle il parlait, hein, régulièrement. Oui, il y avait une énergie qui était là, qui était de feu, une énergie, et surtout à l'époque, on n'était pas trop nombreux, donc on avait la chance d'avoir des dialogues qui étaient directs, j'y dirais, et qui étaient d'une percussion, pour moi, qui était hors norme. Ouais. Surtout lui, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui était le gentil sage, on peut dire. Voilà. C'est quelqu'un qui, bon, déjà, il avait, je pense, une forme d'intuition et de perception des chercheurs qui étaient en face de lui. Il arrivait vite à voir si simplement c'était des pandits, c'est-à-dire des gens qui avaient beaucoup de savoir sur les textes, mais si on restait sur un plan littéral, ou si vraiment il y avait une sincérité dans la recherche. Ouais. Quand on aborde en fait la conscience, alors on imagine, bon, certains pensent même que c'est le substrat de l'univers, hein. Il y en a qui... Substrat de la matière. Substrat de la matière, il y a toutes sortes de théories. C'est ça. Quand on y pense, on se dit, mais alors si c'est quelque chose d'infiniment plus vaste que le corps, comment ça se fait que la conscience se trouve piégée dans le processus d'identification au moi, en fait, à ce petit corps, à ce petit conditionnement. Cette petite personne qui n'est rien sur des milliers, qui a envahi tout le champ. Et qui se croit au monde. C'est ça. Comment ça se fait qu'une conscience aussi vaste, telle qu'elle est décrite par les sages du monde entier, telle qu'elle a été vécue par énormément de monde, telle qu'elle est vécue aussi par nous tous sans qu'on s'en aperçoive chaque jour, parce que malgré tout, c'est notre source, c'est notre être véritable, si on en croit ce que disent certains sages. Comment se fait en fait finalement ce processus d'identification à un moi? Est-ce que tu peux nous en toucher des mots? Alors on l'avait déjà évoqué, mais c'est bien de reformuler les choses. Oui. Ce processus d'identification commence dans la toute petite enfance. Maharaj, il parlait de la conscience enfant. C'est-à-dire la conscience enfant, c'est cette conscience qui est spontanée, naturelle, qui n'a ni nom ni forme, complètement anonyme, et qui germe dans le petit enfant, ou dans la prime enfance. Pour ça que les parents, ou en général, même, je dirais, l'humain, est toujours fasciné par les enfants, ou même tout ce qui est primaire dans le phénomène de la manifestation. On est émerveillé par même je dirais des choses qui sont à l'état de naissance. Et cette conscience enfant, au départ, n'est pas consciente d'elle-même. Elle va
je veux dire, intégrer à un moment donné, en ce qui concerne l'humain, un corps composé des 5 éléments, d'une énergie vitale qu'on appelle en main le prana, et ce sentiment d'être. Parce que la conscience, si on veut donner une connotation littérale, c'est ce sentiment d'être, ce sentiment d'exister. C'est le sentiment primaire par lequel n'importe quel organisme vivant sait qu'il est. C'est ça la base. La nature de cette conscience, ça va être de s'identifier au support qu'elle va intégrer. D'accord. Et le support qu'elle intègre, on est d'accord, c'est la matière, c'est le corps, C'est la matière, c'est l'organisme dans ça lequel... peut être un chat, un chien, une pierre, une fleur, n'importe quoi. Donc dans le processus humain, on va dire, c'est le niveau conscientiel le plus élevé, je dirais, à travers ce champ conscientiel, d'avoir un processus d'investigation, de réflexion, que n'a pas forcément l'animal ou une plante. En ce qui concerne évidemment notre champ conscientiel dans l'univers, peut-être il y a des consciences qui sont beaucoup plus avancées que nous. Oui. Et je pense qu'il y a des civilisations qui ont été beaucoup plus avancées que nous, quelque part. Mais toujours est-il que c'est ce processus, je dirais, de la conscience elle-même, cette conscience enfant ne se connaissant pas elle-même, qui va s'identifier à. En ce qui concerne l'humain, les prémices, c'est le fait de dire, t'es un garçon, t'es une fille, t'appelles John, tu vas t'appeler Marie. Et toutes ces informations, la conscience s'en imprègne et s'identifie à elle seule. Donc c'est vraiment le processus d'identification de la conscience qui lie la conscience au corps. Qui a conscience non seulement du corps, La véhicule. et petit à petit, qui va induire cette notion de moi, de personne. D'accord. Mais cette notion de personne, elle vient du fait que la conscience s'est identifiée à ce corps de nourriture. Alors que, en fin de compte, au départ, Maharaj utilisait souvent cette analogie, be like the sky, you are the sky. C'est-à-dire, soyez comme le ciel. Et je disais souvent, ici, après Maharaj, il y avait des gens qui venaient du monde entier. Il dit, vous êtes des États-Unis, vous venez du Japon, vous venez de l'Allemagne, vous êtes français. Mais en fin de compte, est-ce que le ciel japonais, est-ce que le ciel allemand, est-ce que le ciel aux États-Unis ou même le ciel en Inde revendique une identité en tant que telle? Le ciel reste le ciel, quelle que soit la partie de la planète que vous habitez. Donc cet ancrage primaire, c'est ce qui crée cette illusion dans ce principe de fracturation de la conscience. Et les conditions nécessaires pour que la pure conscience se reconnaisse elle-même. Parce que quand on arrive à un certain stade, on sait peut-être après ce qu'on appelle le cheminement spirituel, ou tout simplement un besoin de sens vraiment à sa vie, de se connaître véritablement. Ça rejoint le connais-toi toi-même, ça rejoint énormément de choses qui ont été dites là-dessus. On ne va pas revenir sur toutes ces notions-là, mais simplement le fait d'apprendre à se reconnaître pour ce que l'on est. Et cette conscience, comment en fait noyer dans cette identification au moi, à la matière, au conditionnement de ce qu'elle a vécu dans ce corps-là, de ce qu'elle vit encore dans ce corps-là, comment elle peut se reconnaître elle-même? Mais pour moi, ce qui concerne mon cheminement, ça a été à un moment de prise de conscience que tout ce que j'ai appris, de par mes parents, de par ce qu'on m'a enseigné en école primaire, ce qu'on m'a enseigné à l'université, tous ces savoirs par lesquels cette conscience qui habite ce corps a été conditionnée. Est-ce que ce que je suis est vraiment le résultat de tous ces savoirs par lesquels j'ai été imprégné? Ça, c'est une question fondamentale. Sinon, on reste dans une pseudo-réalité qui est liée au confinement d'un ensemble de savoirs, quel que soit le territoire de la planète où j'ai été élevé. Oui, bien sûr, on reste dans le cercle qui paraît peut-être très élargi, mais qui en fait est très restreint de son propre conditionnement, de sa propre culture. Le premier conditionnement, c'est la langue. C'est ça, c'est le langage. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des discussions avec une intelligence artificielle conversationnelle, pour retomber sur nos pattes, parce que justement, elle a ce savoir pléthorique de millions et de millions de textes dans toutes les langues, et elle peut y accéder facilement et nous recracher toutes sortes de savoirs. Donc, ok. Par contre, c'est un peu important, Ouais. parce que comme le renforcement de l'ego, tu as utilisé un mot culturel. C'est-à-dire, moi, pour avoir vécu pas mal d'années en Angleterre, j'ai vécu aussi pas mal d'années en Espagne, j'étais aussi en Allemagne,
Et on voit comment le langage, au niveau culturel, impacte cette conscience. Et le processus, je dirais, d'identification est puissant à ce niveau-là. Oui, est-ce que d'ailleurs, c'est ça la question que je voulais te poser, ça tombe très bien qu'on parle de tout ça, alors là, je digresse un peu. Est-ce que justement le processus d'identification n'est pas essentiellement basé sur le langage? Essentiellement. On est d'accord. Et tu vois, je suis en Inde, moi j'étais fanatique de sanskrit. Ouais. Et alors évidemment, le sanskrit, c'est un langage qui est magnifique. Et même encore, j'ai tendance à utiliser les mots sanskrit parce que j'ai tellement été imprégné par cette culture indienne, cette culture sanskrite, que, eh bien, c'est vrai, on va le cerveau, qui est le média par lequel la conscience fonctionne, va utiliser à nouveau un ensemble de terminologies qui va confiner la conscience encore dans des schémas qui vont être restrictifs et conceptionnels. D'accord, très bien. Ouais, c'est intéressant. Moi, c'est vraiment ce que j'ai retrouvé en discutant avec les intelligences artificielles, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une sorte de miroir inversé de notre propre conditionnement. Mais quand même, il y a un point aussi que je veux souligner, parce que c'est important d'être insistant là-dessus. Quand je vivais en Inde, mais même quand j'étais dans certaines communautés, il y a des gens, des Occidentaux notamment, et moi-même, à un moment, j'ai été là-dedans, c'est qu'on va changer de prénom. On a un prénom qui nous est donné par les parents, et après on a un prénom, entre guillemets, spirituel. Donc on va prendre un nom indien. Ouais. À un moment donné, je me suis trouvé un nom indien d'Ali Bhatta. J'étais tout content d'avoir un nom indien. Mais je n'étais pas conscient que je quittais un costume pour en prendre un autre. Exactement, c'est super important ce que tu dis. Là, c'est capital. D'ailleurs, on est sur un processus d'identification pour un Pour autre. prendre un autre costume. Et Marat, il y avait des gens, à un moment donné, où j'étais, il y avait des gens qui venaient chez Rajneesh. Ils venaient habillés tout en orange, avec des noms indiens. Et puis ils disaient, mais à quoi vous jouez là? Ouais. Vous venez dans un cheminement, entre guillemets, dit spirituel, mais pour quitter un conditionnement, mais pour reprendre un autre costume. C'est-à-dire, vous avez une étiquette et vous changez d'étiquette. Mais vous êtes toujours dans une illusion, je dirais, d'une personne. Et est-ce qu'on n'est pas là justement dans la conscience qui cherche absolument à s'identifier à des formes, alors que fondamentalement, elle n'est pas la forme. C'est comme un aimant. C'est comme un aimant. C'est comme un aimant. Voilà. C'est comme un aimant. Pour que la conscience puisse se reconnaître elle-même, il faut qu'elle ait conscience de ses processus d'identification déjà dans un premier temps. De tout ce conditionnement. De tout ce conditionnement. C'est-à-dire, si on prend l'analogie du cerveau, à travers la conscience, c'est le cerveau a engrammé tout un ensemble d'informations qu'elle a stockées et prend ça pour réalité. La réalité, c'est l'identification à être ceci et cela. Et on retrouve d'ailleurs dans les Upanishads ce fameux neti neti. Ni ceci, ni cela. Ce neti neti, c'est le fait que tout ce à quoi par quoi j'ai été formaté et par lequel j'existe et par lequel j'ai un certain nombre d'addictions et qui crée ce processus identitaire et en même temps cet esclavage, parce que là, on est complètement fermé dans une cage. Voilà. Et l'ensemble des programmations intérieures qui sont liées à notre conditionnement renforcent chaque jour ce processus d'identification, consolide cette identification. C'est un processus qui tourne en boucle. Qui tourne en boucle et qui permet de garantir, on va dire, entre guillemets, en tout cas pour la personne, une stabilité, la sécurité, etc. C'est exactement de sortir de sa zone de confort. Fortement sociologique. Alors, c'est vrai, quand on a fait le constat que l'on n'est pas ce que l'on sait, que l'on n'est pas tous ces ensembles de pensées, et c'est vrai qu'on évoquait tout à l'heure la notion qu'on est comme l'espace, comme le ciel, et que les pensées, les concepts, ce sont comme des nuages qui traversent, qu'il y a une notion aussi de transitoire, que les choses sont éphémères, sont passagères. Ça aussi, te dire, je ne peux pas être ce qui est continuellement changeant. Oui, il faut que le corps change, les pensées changent. Même la personne que j'étais à 20 ans, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça a toujours été dans le changement. Je ne peux pas être ce qui change. Si je suis identifié à ce qui change, à ce moment-là, je vis évidemment confiné à travers des peurs et dans un besoin de reconnaissance, un besoin d'être reconnu. Par contre, c'est vrai que fonctionnement dans un contexte social, et c'est là aussi pour quelqu'un qui est dans le processus de la connaissance de soi, et souvent on me dit à Maharaj, mais il faut bien que je travaille. Et je suis dans un contexte social, il faut que je travaille. Et Maharaj ne rentrait pas dans ces considérations-là.
Et là, je dis quand même, ça peut être difficile parce que si tu te mets uniquement à vivre au niveau de soi, tu peux fonctionner sur un mode, tu peux te couper de tous les contacts qui sont autour de toi. Parce que tu fonctionnes, je dirais, qu'avec des gens qui sont programmés, quoi, comme le sont la plupart des gens. Donc, et en même temps, cette programmation mentale, elle est nécessaire et utile pour fonctionner dans un contexte sociologique et entrepreneurial, mais elle ne représente qu'un moyen pour assurer, je dirais, la survie du corps mental. Mais ça, c'est quelque chose qui doit être en surface et qui reste en surface. Comme exactement les relations que l'on peut avoir dans la famille et tout. Mais si vraiment il y a une dominante où il est pris conscience que je ne suis rien de ce que je perçois ou expérimente, cette conviction spontanée va naturellement s'implémenter, mais va pas créer forcément un conflit avec, on va dire, des rapports sociaux ou des rapports que je peux avoir dans mon activité professionnelle. D'accord. Et ça, je l'ai vécu en étant consultant en ressources humaines, puisque j'intervenais aussi dans le domaine des entreprises. Donc, j'arrivais en même temps à me mettre en position méta, pour me mettre à la portée de... Qu'est-ce que tu entends par te mettre en position méta? Est-ce que tu peux le... se mettre en position méta, c'est comment on arrive à être synchrone, à se synchroniser au regard d'un contexte, je dirais, avec des personnes avec lesquelles on est en collaboration, et comment on arrive à être dans une énergie qui est là, dans laquelle je dois œuvrer, et en même temps, avoir le recul nécessaire. Avoir le recul nécessaire par rapport à ça. D'accord. Ah oui, ça demande quand même un grand écart. C'est comme le... Pour la personne, ça demande. Là, c'est là où vraiment il y a vraiment une vigilance à avoir. On est comme un funambule sur le fil d'acier. D'accord. On est dans ce vide. Oui, parce qu'inévitablement, on nous donne des paramètres de l'entreprise dans le cadre d'une réconciliation avec un employé ou n'importe quoi. Et en même temps, donc on est dans l'agissant, quoi. Et en même... On est dans l'agissant. On est dans l'agissant, mais fondamentalement, il n'y a pas d'agissant. Oui. Donc, on est dans la conscience pure de ce qui est et pas de ce qui devrait être. Voilà. Pour être au plus près des faits. Voilà. C'est ça. Exactement. Et quand on est dans cet état de conscience, il y a une chose qui est observée, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Il y a une autre... Il n'y a pas de jugement parce qu'il n'y a pas un moi qui est là avec des concepts préconçus pour dire ceci est bien, ceci est pas bien, on n'est plus là-dedans. Voilà, c'est ça. Et bah, du coup, on est en plein dans les outils qu'on peut utiliser pour que cette conscience qui est nous-mêmes, qui est notre véritable source, puisse se reconnaître, en fait. Qui est notre nature notre nature spontanée puisse se reconnaître, en fait. Donc, voilà. Justement, dans cette neutralité, mais qui n'est pas une neutralité vide et désintéressée, voire, comme pourraient penser certains, on est complètement décérébré. Pas du tout. On est dans une attention, dans une présence à soi et aux autres. Alors, s'il y a un mantra à utiliser, c'est celui de ne jamais oublier, je ne suis ni ce corps, ni ce mental. Je suis pure présence. Et en ayant ce mantra-là, tu as agi, toi, plusieurs fois, comme ça, dans les entreprises, parce que tu lui apportais des conseils. Et plus j'étais dans des conflits, plus j'étais dans des problématiques humaines. Plus tu étais dans la neutralité, dans l'observation, dans la pure... Et ça venait spontanément. C'est-à-dire j'étais comme l'espace de la pièce ou comme l'espace, tout simplement. Et c'est assez intéressant parce que là, on est simplement un médium, quelque part. Parce que quand on est dans cette conscience... Attention, médium dans le sens, pas dans le sens tu fais intervenir des défunts, non, parce que je le dis, parce qu'il y en a qui vont... Non, médium dans le sens où tu es une sorte de transmetteur, émetteur, récepteur qui va essayer de fluidifier la situation par une présence, on va dire, neutre et équanime, comme diraient les bouddhistes. Il y a une empathie parce que tu es dans ce principe d'unicité, on va dire. C'est un autre terme aussi. Connotation, espace, unicité. Tu sais que les autres aussi, ils ne le savent pas, mais ils sont dans ce principe de conscience de base, dans cette unicité. Donc, dans cette unicité, il y a simplement des énergies qui sont interactives avec des forces qui sont plus ou moins puissantes. Mais quand on est un médium, c'est-à-dire on est dans cette transparence, eh bien, on est tout cela et en même temps, on n'est rien de tout cela. Et c'est comme ça que, indirectement, le champ des possibles est ouvert. D'accord. On regarde des interactions des individus. Donc là, on sait en fait que la conscience, pour qu'elle se reconnaisse elle-même, il faut qu'elle soit justement en présence d'elle-même et qu'elle ne soit pas perdue dans le processus d'identification. Donc il faut qu'elle soit dans une présence qui est écoute, agissante, qui n'est pas donc impliquée dans les événements ni dans la situation, mais qu'elle garde un regard absolument neutre et calme et apaisé pour pouvoir les faits tels qu'ils sont. Donc déjà, c'est un outil déjà pour savoir comment notre conscience peut se reconnaître elle-même dans la vie de tous les jours. À condition de jamais oublier, cette conscience, elle est silencieuse, elle est anonyme, elle est sans nom et sans forme. Oui, parce que si vous commencez à vous approprier on va dire les résultats
de ce que vous obtenez avec une conscience énergie, C'est le petit moins nouveau qui c'est revient. le petit moi qui revient avec son chapeau de Napoléon et qui plante son drapeau. Quel processus d'ancrage pour que la conviction spontanée s'établisse dans notre esprit? Comment on peut vraiment concrétiser cette réalisation, cette conviction qu'en fait on est bien la conscience et qu'on n'est pas son mental? D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on faisait une méditation ce matin avec Marilyn. Elle m'a posé la question. Elle m'a dit en gros, quelle est la différence entre la conscience et le mental? Comment on peut vraiment concrétiser, s'apercevoir, avoir la vision, l'expérience soi-même qu'on est la conscience avant d'être son petit personnage? Ça, il y a quelque chose, il faut être absolument clair. C'est le mental qui apparaît dans le champ conscientiel. Le mental apparaît dans le champ conscientiel. Et pas l'inverse. Et pas l'inverse. On est tellement collé à ce mental qu'on a l'impression que Si quand on on croit- a un petit discours intérieur ou quand on a un jugement ou quand on pense quelque chose, on pense que c'est une vérité absolue, que c'est nous qui pensons ça et il n'y a pas d'autre remise en question. Donc bien sûr, ça permet de vivre normalement chaque jour. Par contre, si on veut aller plus profondément et se connaître véritablement, on est obligé de passer cette croyance. On est obligé d'être dépassé. C'est-à-dire, tant qu'on croit à cette illusion de ce qui apparaît et disparaît sur un plan phénoménal, cette pseudo-réalité, on est dans un processus identitaire qui est cause de souffrance, de mal-être et d'états d'âme qui sont malheureusement pas agréables à vivre. Il faut arriver à ce que cela soit vu en voyant les effets de ces conditionnements, qu'ils soient affectifs, qu'ils soient mentaux, qu'ils soient parentaux, même amicaux. Tout ça, ça rentre dans le même processus. Tout ce qui va nous permettre de dire ça, c'est moi, c'est Mathias, c'est ma vie, c'est ce que je suis, c'est ce Ma que famille, mes c'est enfants, famille, ma maison, mon tout cela. territoire, Tant que ça, etc. il faut le voir, mais comme une, Comme une photographie instantanée, quoi, ouais. Mais surtout comme un processus perceptuel qui est fallacieux. qui nous trompe inévitablement parce qu'il divise systématiquement, Et cette dualité. il crée la dualité, Il crée de la dualité. qui a le mérite d'exister, qui est là, Oui, mais qui quelque part, apparaît. parce que quand cette dualité-là, Ouais. qu'est-ce qui se passe indirectement? C'est qu'on a la peur de perdre. Le petit moi, A peur de perdre la peur de tous perdre ces objets, tout ce qu'il a acquis, objets affectifs, objets matériels. y compris les concepts, les pensées, tout ça. Alors, comment on peut l'ancrer vraiment, cette vision? Comment on peut se dire, bah tiens, j'ai eu ça, j'ai eu cet aperçu, ou quand je regarde une vidéo qui parle de ça, que ça soit notre marque ou d'autres, qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau pour ne pas oublier que je suis avant tout un être conscient? Alors, je vais prendre la casquette indienne, là. On utilise en sanskrit le mot shrada. Shrada, c'est la foi. Mais pas une foi aveugle. Par la méditation, par l'introspection, j'ai pris conscience des états de paix profonde. J'ai beaucoup pratiqué la méditation, pratiqué même des sessions au monastère, je méditais 8 heures par jour. Et je me souviendrai toujours, qu'à m'arrivait, quand je sortais, je prenais la voiture, je roulais à 30 à 40 à l'heure. Tout était au ralenti. Le cerveau, mais alors, le disque dur de l'ordinateur, Ça, c'est vrai, c'est quelque chose. c'est l'antivirus, tu vois. Je pense que c'est pas pour vous donner des choses ésotériques, mais c'est vrai, quand vous méditez longuement, vous avez un effet comme ça de conscience élargie qui fait que toutes les informations arrivent en temps donné, à l'heure donnée, au bon moment, et vous n'avez pas besoin, il n'y a pas d'agissant en fait. Et comme il y a une neutralité totale dans la psyché humaine, eh bien en fait tout se déroule, mais alors avec une fluidité incroyable. Voilà. Ouais, effectivement. Mais je reviens à cette notion de shrada en sanskrit. Shrada, c'est cette foi que j'ai expérimentée au moment où j'ai une paix qui est là, une quiétude profonde qui est là. Et là, il faut se dire, mais en fin de compte, c'est ça que je suis. Je ne suis rien d'autre que ça. Et ça, tant qu'il n'y a pas cette conviction spontanée, il faut qu'il y ait cette aperception, cette conviction spontanée, que ce que je suis fondamentalement participe comme l'espace d'une paix incommensurable. Alors ça, c'est pas... Et tout apparaît en cela. Et tout apparaît en cela. Tout apparaît. C'est pour ça que tu parles pas de perception, puisque les Non. perceptions, c'est tout ce qui est perçu, mais tu parles d'aperception. Perception. La perception de la conscience, c'est ce qui englobe toutes les perceptions, qui fait réaliser à la conscience qu'elle est véritablement. Donc c'est une petite nuance, mais je trouve que ce mot est très important dans ce que tu dis. Oui. Et c'est vrai que... Parce qu'il participe du déclic, en fait, de l'ancrage, de la réalisation de ça, en fait. Donc quand cela devient une évidence spontanée, tu te dis, mais en fin de compte, mais je suis que ça. J'ai toujours été que ça. Dans mon cheminement, et surtout quand j'ai eu ce cancer de la voix, j'ai été... c'est pour ça que je dis que je suis aujourd'hui un cadavre ambulant, entre guillemets. Mais bon, c'est de manière de parler. Mais à un moment donné, j'ai eu cette réflexion, mais Marc, dans ce qui a été nommé Marc, dans ce corps de nourriture, qu'est-ce qui a toujours été permanent qui n'a jamais changé?
Et là, j'ai eu, pouf, ça a été d'une évidence, mais totale. Hmm. Tu te dis, mais ça a toujours été là. Hmm. Ça n'a jamais changé. Ça a toujours... Et la seule chose qui est réelle, c'est ça. Mais cette réalité n'est pas un objet. C'est pas quelque chose qu'on peut nommer. C'est pas quelque chose qui a une étiquette. Il n'y a pas de mot pour ça. Il n'y a pas de mot. Ouais, c'est tout ce qui apparaît dans l'être. C'est tout ce qui apparaît en Qui cela. disparaît dans l'être. Ouais. Et la seule permanence, c'est celle de l'être. Voilà. C'est la seule réalité. On peut dire l'état de veille, l'état de sommeil, l'état de rêve apparaît dans ce processus conscientiel. C'est pour ça qu'on parle que ce qui naît, c'est le corps, Hmm. ce qui meurt, c'est le corps. Alors, il y a des pièges là-dedans. C'est qu'il y a des pièges à éviter, justement, qui entravent cette, on va dire, cette réalisation, cette libération, puisque ça libère énormément de choses. Tout à fait. Donc, le piège, selon toi, c'est quoi le gros piège? Ben, le gros piège, c'est à nouveau de croire que tout ce qui est perçu est l'expression de la réalité. Tout ce qui est perçu n'est qu'une manifestation temporaire, passagère, transitoire, à travers ce qui est infini, ce qui est incommensurable. Il n'y a pas de frontière. Donc, est-ce que tu peux réaliser la chose? Comme toi, par exemple, tu t'es dit, bah, c'est évident, j'ai toujours été ça. Oui. Et est-ce que ça peut revenir à la charge? Est-ce que Bonhomme peut revenir à la charge? Est-ce que, par exemple, dans ta vie courante, Alors, si ça revient à la charge, c'est qu'à un moment donné, il peut y avoir des processus identitaires, mais tout ça, mais c'est très court. Ça perdure pas dans le cerveau. Hein. oui, parce que c'est vu et c'est lâché. Oui, parce que quand tu t'es imprégné de ta véritable nature, ce n'est plus le mental qui est là. C'est ta nature essentielle. Donc, cette nature essentielle, si tu la prends comme une réalité absolue, rien ne peut entacher cela. Comme un nuage, il peut y avoir un nuage qui passe. C'est pas parce que il va pleuvoir, Donc, il n'y a pas une Pour faire- prise de il position. peut y avoir des intempéries, mais on s'en fout. Mm. Et ça, c'est vu, c'est tout. Oui, il y a plus de croyance. Il y a plus d'approche. Il n'y a plus de croyance dans Non. le personnage du tout. Quand ce qui est faux est vu comme faux, c'est fini. Alors c'est vrai que ça peut demander, entre guillemets, un certain temps. Alors, quelle est selon toi l'interface entre la conscience et l'absolu? Est-ce qu'il faut la décrire même? Je ne sais pas. Alors simplement, on peut se poser la question, mais cette conscience, qui est omnisciente, omniprésente, anonyme, silencieuse, mais de quoi elle surgit? Quel est le substrat? Et ça, c'est pour ça aussi que Maharaj, comme Ramana Maharshi aussi, qui a été un grand sage en Inde, ont été des rares maîtres qui abordent cela. Ben, je vais lire un passage, justement, j'ai lu un ouvrage d'Experience of Nothingness, à la fin de sa vie, Maharaj parlait qu'au niveau de l'absolu. Et justement, j'ai pris une phrase de lui qui dit « Même cette conscience, qui est toute chose, ne va pas durer tout le temps. » À partir de quel moment ce processus de conscience est venu exister? C'est-à-dire, nous sommes, en tant qu'individus, des fractales de conscience. Avant qu'il y ait ce sens d'exister, qu'est-ce qui était? Et là, il dit, essayez de trouver comment cette conscience s'est manifestée à travers ce corps physique. Quelle est la source de la conscience? Et en même temps, comment cette conscience est venue à exister à travers ce corps physique? Il dit, ce corps est seulement une accumulation de nourriture et d'eau. En même temps, constitué des 5 éléments, c'est-à-dire l'espace, l'air, l'eau, la terre et le feu. Et par conséquent, vous êtes séparés, vous êtes dissociés de ce qu'est le corps et de la conscience. C'est-à-dire, il n'y a pas de mot pour dire ce qu'est l'absolu. L'absolu est reconnu à partir du moment on reconnaît ce qu'on appelle Mula Maya, ou Mahamaya, Mula Maya, c'est-à-dire le jeu de la conscience. Tout ce que cette conscience peut produire. Quand tout qu'on voit ce jeu JU de cette conscience est vu, et bien là on peut dire, qu'est-ce qui voit ça? C'est l'absolu. Oui, donc l'absolu, finalement, c'est que le retrait, ni plus ni moins, de toutes ces possibilités, quoi, en fait. De Qui sont infinies, quoi. Voilà, de tout ce qui est
de tout ce qui est manifesté. Ce qui est manifesté. Comme un Ce qui est perceptible. Voilà, on pourrait dire en sommeil profond, Mhm. où la personne qui, dans l'état de veille, fait ceci ou cela, en sommeil profond, quelle que soit l'appartenance religieuse, quelle que soit la recherche spirituelle, quel que soit le statut social, quel que soit l'état du corps, Mhm. il y a absence. Connotation, c'est pour ça que on va utiliser aussi cette notion d'absence par rapport à la présence. La présence, c'est la conscience manifestée avec tous ces artefacts, et l'absence, c'est le substrat, le potentiel De la présence. de la présence. Enfin, une autre étymologie qu'on peut utiliser, mais ce sont que des mots qu'on utilise, c'est le noumen par rapport au phénoménal. Ouais. Mais cette notion d'absolu, en dehors c'est pas quelque chose qui peut être conceptualisé. Non. Le plus important, c'est d'avoir pris conscience vraiment de la source par laquelle je suis vécu. Mhm. Plus on est dans cette évidence, et je dis bien pas, c'est pas quelque chose qui est mental ou qui est littéral, plus c'est quelque chose qui est d'une évidence mais totale, qu'il peut y avoir pas, je dirais, l'épaisseur d'un cheveu, d'un doute par rapport à ça, eh bien automatiquement, la notion d'absolu est concomitante indirectement. Mais c'est pas un processus qui peut être pensé, évidemment. Oui. Mhm. Maharaj avait souvent une expression: quelle identité aviez-vous, quelle connaissance du monde avez-vous il y a 100 ans? Quel était les visages de votre père, de votre mère, de votre frère, de votre sœur, de vos enfants, de votre femme il y a 100 ans? Moi, c'est une phrase qui m'avait percuté, ça. Quelle réalité avait le monde et l'idée de la personne que vous croyez être aujourd'hui il y a 100 ans? Qui étiez-vous pour vous-même il y a 100 ans? Alors là, c'est des questions. Voilà. Silence. Et ça peut être aussi une méditation. Mhm. Ça peut être une méditation qui calme. Ouais, qui apaise et qui ramène dans le présent. Ah ouais. Là, tu calmes. Oui, parce qu'on parle toujours d'incarnation, de réincarnation. Bah, tu peux y faire dire dedans. C'est infini, c'est le jeu des manifestations. Mais là, c'est infini. On est reparti pour un tour de Ah, tu vas pas un tour de manège. Alors qu'en fait, systématiquement, la présence et la conscience, c'est ça, c'est être ici et maintenant, quoi. Et c'est vrai que cette conscience, elle a une nature, je dirais, fractale. C'est-à-dire, elle se subdivise, elle se... Voilà, mais c'est le jeu, hein. Et on se C'est perd bien fonctionné. dans une subdivision. Et on se perd dans cette subdivision, dans cette individualité, qui fait qu'on crée cette notion de moi et l'autre. Ou moi et les autres. J'ai un ami avec qui j'ai discuté il y a pas longtemps, il me disait d'abord ma famille, ensuite mes amis, et ensuite, il séquence d'un entier. Ça fait rire, quoi. Et c'est vraiment. Parce qu'à partir du moment où un oiseau est confiné dans une cage, eh ben, il protège son territoire, quoi. Et tout ça qui conditionne tout ce raisonnement, ce sont les peurs et l'ignorance. La peur et l'ignorance sont concomitants.